Un imposant lynx roux se tient immobile devant la fenêtre des Moreau, son regard sauvage verrouillé sur leur chat domestique, dans une reconnaissance mutuelle qui défie toute explication. Ce lien mystérieux entre deux félins que tout devrait opposer dissimule une vérité génétique capable de révolutionner notre compréhension du monde animal. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Au cœur des montagnes du Jura français, là où les forêts de pins s'étendent à perte de vue et où le silence n'est rompu que par le murmure du vent dans les branches, un mystère fascinant se déroulait sous les yeux incrédules des habitants du petit village de Saint-Laurent. Chaque soir, depuis maintenant 5 ans, un magnifique lynx roux quittait la sécurité des bois pour s'aventurer jusqu'à la lisière du village. Avec une précision presque surnaturelle, il traversait le même jardin, suivait le même chemin entre les arbustes soigneusement taillés, pour finalement s'arrêter devant la même fenêtre de la maison des Moreau. Et là, dans un tableau qui défiait toutes les lois de la nature, il rencontrait Milo, un chat domestique tigré qui l'attendait patiemment sur le rebord intérieur. Cette histoire extraordinaire a commencé à captiver l'attention bien au-delà des frontières du petit village. Des biologistes, des experts en comportement animal et même des équipes de télévision internationales se sont précipités à Saint-Laurent pour documenter ce phénomène unique. Car au-delà de la simple curiosité, cette relation défiant l'instinct entre un prédateur sauvage et un félin domestique soulevait des questions fondamentales sur ce que nous pensions savoir du monde animal. Marie Moreau, une photographe animalière de 42 ans, se souvient encore du premier soir où elle a aperçu le lynx s'approcher de sa maison. C'était une soirée d'automne, le crépuscule enveloppait doucement le paysage, et elle était occupée à trier des photos dans son bureau quand un mouvement inhabituel à l'extérieur a attiré son attention. « J'ai d'abord cru à une hallucination », raconte-t-elle, ses yeux brillant encore d'émerveillement. Un lynx adulte se tenait là, parfaitement immobile, regardant directement vers ma fenêtre. J'étais pétrifié, incapable de bouger. C'est alors que Milo, qui dormait sur le canapé, s'est réveillé et a bondi sur le rebord de la fenêtre comme s'il répondait à un appel silencieux. Ce qui s'est passé ensuite a défié toute explication rationnelle. Au lieu de fuir à la vue du prédateur, Milo a posé ses pattes contre la vitre et le lynx, dans un geste d'une délicatesse surprenante, a approché son museau jusqu'à ce qu'il ne soit séparé du chat que par l'épaisseur du verre. Ils sont restés ainsi pendant près de 10 minutes, dans une communion silencieuse qui semblait transcender les barrières entre sauvage et domestique. J'ai immédiatement appelé mon mari, Pierre, qui est vétérinaire, poursuit Marie. Il n'a pas voulu me croire jusqu'à ce qu'il le voie de ses propres yeux. Le lynx est revenu le lendemain soir, puis le surlendemain, et ainsi de suite. Toujours à la même heure, toujours pour rencontrer Milo. Pierre Moreau, 45 ans, au début sceptique, a rapidement compris qu'ils étaient témoins de quelque chose d'extraordinaire. Avec sa formation scientifique, il a commencé à documenter méthodiquement ses visites, notant les horaires, les comportements, les interactions. En tant que vétérinaire, j'ai passé ma vie à étudier les animaux, mais jamais je n'aurais imaginé voir une telle relation se développer entre un prédateur sauvage et un chat domestique, explique-t-il, feuilletant son carnet rempli d'observations détaillées et de croquis. Après quelques mois de ces visites régulières, les Moreau ont contacté le Centre de recherche sur la faune sauvage de Lyon. Le professeur Antoine Durand, spécialiste des comportements des félins sauvages, s'est montré initialement réticent. Quand j'ai reçu cet appel parlant d'un lynx qui rendait visite à un chat domestique tous les soirs, j'ai pensé à une exagération ou à une confusion avec un gros chat forestier, admet-il avec un sourire. Mais les vidéos qu'ils m'ont envoyées étaient indéniables. J'ai pris ma voiture le jour même. L'équipe du professeur Durand
a installé des caméras infrarouges autour de la propriété des Moreau, espérant capturer des images plus détaillées et peut-être comprendre ce qui motivait ce comportement inhabituel. Ce qu'ils ont découvert les a laissés sans voix. Le lynx, un mâle adulte d'environ 6 ans que les chercheurs ont nommé Léo, ne se contentait pas de visiter la fenêtre. Il suivait un rituel élaboré. D'abord, il s'arrêtait à la lisière de la forêt, observant la maison pendant plusieurs minutes. Puis, il s'avançait avec précaution, s'arrêtant fréquemment pour écouter et sentir l'air. Une fois devant la fenêtre, il s'asseyait et attendait patiemment. Si Milo n'était pas déjà là, il émettait un doux grognement, à peine audible pour les humains mais qui faisait invariablement accourir le chat tigré, où qu'il soit dans la maison. Ce comportement suggère une forme de communication intentionnelle, explique le professeur Durand, quelque chose que nous n'avions jamais observé entre des espèces félines différentes et certainement pas entre un prédateur sauvage et un animal domestique. La nouvelle de cette amitié improbable s'est répandue comme une traînée de poudre. D'abord dans le village, puis dans la région, et finalement dans les médias nationaux. Des équipes de tournage sont arrivées, des journalistes ont interviewé les Moreau, et Saint-Laurent est devenu une destination pour les curieux et les amoureux de la nature, tous espérant apercevoir Léo lors de sa visite vespérale. Cette soudaine notoriété inquiétait Pierre Moreau. « Nous craignons que toute cette agitation ne perturbe Léo et ne l'empêche de venir », explique-t-il. « Les lynx sont naturellement craintifs et évitent généralement tout contact avec les humains. » Pourtant, contre toute attente, Léo a continué ses visites, semblant ignorer complètement l'agitation que sa présence suscitait. C'est comme si sa connexion avec Milo était plus importante que sa peur naturelle des humains, observe Marie, qui a capturé des centaines de photographies de ces rencontres, créant une chronique visuelle de cette amitié extraordinaire. Mais la vraie question, celle qui obsédait les chercheurs et les Moreau, restait sans réponse. Pourquoi? Qu'est-ce qui poussait un lynx sauvage à rechercher la compagnie d'un chat domestique, défiant toutes les lois connues du comportement animal? Les théories abondaient. Certains experts suggéraient qu'il s'agissait simplement de curiosité, d'autres évoquaient une possible confusion d'identification de l'espèce. Des théories plus fantaisistes circulaient également dans le village, allant de la réincarnation à des explications surnaturelles. La vérité, comme c'est souvent le cas, s'est avérée à la fois plus simple et plus extraordinaire que toutes les spéculations, et elle a commencé à se dévoiler lors d'une froide soirée d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur Saint-Laurent. Ce soir-là, Léo n'est pas venu seul. À la stupéfaction des Moreau et de l'équipe de recherche qui surveillait toujours les visites, une jeune femelle lynx l'accompagnait, se tenant en retrait dans l'ombre, pendant que Léo s'approchait de la fenêtre comme à son habitude. C'était comme s'il voulait nous présenter sa compagne, se souvient Marie, ou peut-être lui montrer Milo. Cette apparition inattendue a déclenché une nouvelle vague de questions. Mais c'est Pierre qui, en fouillant dans de vieux dossiers vétérinaires, a découvert le premier indice menant à la vérité. Un détail presque oublié, enterré dans les archives du refuge pour animaux où ils avaient adopté Milo 5 ans plus tôt. Milo n'était pas né dans un foyer, explique Pierre, sortant un dossier jauni. Il avait été trouvé dans la forêt, minuscule chaton abandonné par des randonneurs. À l'époque, les gardes forestiers avaient mentionné qu'une femelle lynx avait été braconnée dans la région, laissant probablement des petits orphelins. Cette révélation a jeté une lumière nouvelle sur les visites de Léo. Était-il possible que ce qui semblait être une amitié improbable entre espèces soit en réalité quelque chose de bien plus profond? Une connexion qui transcendait les barrières entre sauvages et domestiques, une histoire de famille séparée par le destin et réunie par un instinct plus puissant que toutes les différences. Pour le professeur Durand et son équipe, cette hypothèse nécessitait des preuves.
Des tests ADN ont été réalisés, comparant des échantillons de poils de Milo avec ceux récoltés dans la forêt, là où Léo avait l'habitude de se reposer. Les résultats ont stupéfié la communauté scientifique tout entière. Milo, le chat domestique tigré des Moreaux, n'était pas un chat domestique ordinaire. Il était le fruit d'une union rare mais pas impossible entre une chatte domestique et un lynx mâle. Et Léo, le lynx qui visitait fidèlement leur fenêtre chaque soir depuis 5 ans, partageait suffisamment de marqueurs génétiques avec lui pour établir une relation très probable, celle d'un frère aîné veillant sur son cadet. Cette découverte bouleversante a rapidement dépassé les frontières du petit village pour atteindre les cercles scientifiques internationaux. Des généticiens, des éthologues et des spécialistes de la conservation des espèces sauvages se sont précipités à Saint-Laurent, transformant le paisible village en un véritable laboratoire à ciel ouvert. La maison des Moreaux, avec sa fenêtre désormais célèbre, est devenue l'épicentre d'une révolution dans notre compréhension des relations interspécifiques. Ce que nous observons ici défie tout ce que nous pensions savoir sur les comportements territoriaux et familiaux des félins, explique le professeur Durand lors d'une conférence improvisée dans la salle communale du village. Un lynx adulte qui reconnaît et entretient une relation avec un frère hybride élevé comme animal domestique, c'est sans précédent dans la littérature scientifique. Pour Pierre et Marie Moreau, cette révélation a changé leur perception de Milo. Ce qu'ils avaient pris pour un simple chat domestique tigré un peu plus grand et plus robuste que la moyenne était en réalité un hybride, un pont vivant entre le monde sauvage et le monde domestique. Cela explique tellement de choses, confie Marie, observant Milo qui somnole paisiblement sur le canapé. Sa taille inhabituelle, ses comportements parfois étranges, sa fascination pour les hauteurs. Nous avions attribué tout cela à des particularités individuelles, mais c'était son héritage sauvage qui s'exprimait. Des tests ADN plus approfondis ont confirmé que Milo était bien le fruit d'une union rare entre une chatte domestique et un lynx. De telles hybridations, bien que théoriquement possibles, sont extrêmement rares dans la nature en raison des différences comportementales et des barrières géographiques qui séparent généralement les espèces. Le plus fascinant, poursuit le professeur Durand, c'est que Léo semble avoir identifié Milo comme un membre de sa famille malgré leurs différences physiques et leur séparation précoce. Cela suggère que les liens familiaux chez les félins pourraient être bien plus profonds et persistants que nous ne le pensions. L'histoire de ces deux frères séparés par le destin a touché une corde sensible bien au-delà du monde scientifique. Des journalistes du monde entier se sont relayés à Saint-Laurent pour documenter ces rencontres vespérales, diffusant des images qui ont ému des millions de spectateurs. Sur les réseaux sociaux, les hashtags Léo et Milo et BIO Frères Félins sont devenus viraux, partageant cette histoire extraordinaire aux 4 coins du globe. Mais cette notoriété soudaine n'était pas sans conséquences. Le petit village tranquille s'est retrouvé submergé par un flot incessant de visiteurs, de journalistes et de chercheurs. Des cars entiers de touristes stationnaient le long des routes forestières, espérant apercevoir Léo lors de ses déplacements. Des stands vendant des souvenirs à l'effigie des deux félins ont même fait leur apparition sur la place du village. Nous sommes préoccupés par l'impact de toute cette agitation sur Léo et sur la faune locale, s'inquiète Pierre Moreau. Les lynx sont des animaux discrets qui ont besoin de vastes territoires calmes. Cette surmédiatisation pourrait perturber ses habitudes, voire l'empêcher de venir voir Milo. Ces craintes ont trouvé un écho auprès des autorités locales et de l'Office national des forêts. Une réunion d'urgence a été convoquée, rassemblant scientifiques, élus locaux et représentants des associations de protection de la nature. Après de longs débats, une décision difficile mais nécessaire a été prise: établir un périmètre de protection autour de la zone fréquentée par Léo, limitant strictement l'accès aux chercheurs autorisés et aux Moreaux. C'est une mesure qui peut sembler drastique, explique le maire de Saint-Laurent, Jean Dubois,
Mais nous avons une responsabilité envers ces animaux et envers l'équilibre fragile de notre écosystème. Le tourisme de masse est incompatible avec la préservation de cette relation unique. Cette décision a été accueillie avec soulagement par les moraux et l'équipe du professeur Durand. Protégé de l'agitation excessive, Léo a continué ses visites régulières, permettant aux chercheurs de poursuivre leurs observations dans des conditions plus sereines. L'un des aspects les plus fascinants de ces observations concernait la communication entre les deux félins. Bien que séparés par une vitre, Léo et Milo semblaient échanger des informations complexes à travers une série de mouvements subtils des oreilles, des yeux et de la queue, parfois accompagnés de vocalisations à peine perceptibles pour l'oreille humaine. Ils ont développé leur propre langage, observe le docteur Émilie Renard, éthologue spécialiste de la communication féline qui a rejoint l'équipe de recherche. Ce n'est ni tout à fait le comportement d'un chat domestique ni celui d'un lynx sauvage, mais une forme hybride, adaptée à leur situation unique. Pour mieux comprendre ces échanges, l'équipe a installé des microphones ultrasensibles et des caméras à haute vitesse capables de capturer les plus infimes mouvements. Les données recueillies ont révélé un schéma de communication d'une complexité surprenante. C'est comme s'ils se racontaient leur journée, explique le docteur Renard avec enthousiasme. Léo semble partager des informations sur son territoire, les proies qu'il a chassées, les dangers qu'il a rencontrés. Milo, de son côté, communique sur son environnement domestique, les humains qui l'entourent, les événements de la maison. Cette découverte a ouvert de nouvelles perspectives sur l'intelligence sociale des félins et leur capacité à maintenir des liens familiaux malgré des modes de vie radicalement différents. Mais elle a également soulevé des questions éthiques profondes sur les frontières entre le monde sauvage et le monde domestique. L'histoire de Léo et Milo nous oblige à repenser notre conception de ce qui est naturel ou contre nature, réfléchit le professeur Durand. Nous avons tendance à tracer des lignes nettes entre sauvage et domestique, mais la réalité est bien plus nuancée. Cette réflexion a pris une dimension particulière lorsque, un soir de printemps, Léo est arrivé à la fenêtre dans un état inhabituel. Il semblait agité, émettant des sons de détresse que personne n'avait entendus auparavant. Milo, habituellement calme lors de ces rencontres, s'est mis à faire les 100 pas sur le rebord de la fenêtre, miaulant avec insistance. Quelque chose ne va pas, a immédiatement compris Marie, qui connaissait désormais suffisamment les comportements des deux félins pour percevoir cette anomalie. Pierre, après avoir observé attentivement Léo à travers la fenêtre, a repéré ce qui semblait être une blessure sur sa patte avant droite. Le lynx boitait légèrement et évitait de poser cette patte au sol. « Il est blessé », a-t-il confirmé, son instinct de vétérinaire prenant immédiatement le dessus. Il pourrait s'agir d'une entorse, d'une épine ou pire, d'un piège de braconnier. Cette situation plaçait les moraux et l'équipe de recherche face à un dilemme déchirant. Intervenir pour soigner un animal sauvage signifiait risquer de perturber l'équilibre fragile qui s'était établi. Ne pas agir, c'était laisser souffrir un animal qui, manifestement, était venu chercher de l'aide. Ce qui est remarquable, note le docteur Renard, c'est que Léo semble avoir délibérément choisi de venir ici alors qu'il est blessé, comme s'il savait qu'il pourrait y trouver de l'aide. Après une brève concertation, une décision a été prise. Pierre, avec son expérience vétérinaire, tenterait d'examiner et de soigner Léo, mais uniquement si le lynx se montrait réceptif. Aucune tentative de capture ou de contrainte ne serait entreprise, respectant ainsi la nature sauvage de l'animal. Le plan semblait simple en théorie, mais sa mise en œuvre présentait d'énormes défis. Comment un humain pouvait-il approcher suffisamment un lynx sauvage pour le soigner sans risquer une réaction agressive ou sans traumatiser l'animal? C'est alors que Marie a eu une idée surprenante. Et si Milo servait d'intermédiaire, a-t-elle suggéré. Léo lui fait confiance et Milo nous fait confiance. Il pourrait être le pont entre nos deux mondes.
Cette proposition, bien qu'inhabituelle, a trouvé un écho favorable auprès de l'équipe scientifique. Un protocole soigneusement élaboré a été mis en place pour le lendemain soir, heure habituelle de la visite de Léo. Comme prévu, le lynx blessé est revenu, sa démarche toujours entravée par sa patte douloureuse. Cette fois, les Moreau ont ouvert une petite fenêtre adjacente, permettant à Milo de sortir sur la terrasse sécurisée qu'ils avaient spécialement aménagée. Pour la première fois en 5 ans, les deux frères se sont retrouvés sans barrière physique entre eux. Le moment était chargé d'une tension palpable. Personne ne pouvait prédire comment Léo réagirait à cette nouvelle configuration, ni comment Milo se comporterait en présence directe de son frère sauvage. Les caméras tournaient, capturant chaque seconde de cette rencontre historique, tandis que Pierre se tenait prêt, sa trousse de soins vétérinaires à portée de main. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tous les témoins sans voix. Milo s'est avancé avec précaution sur la terrasse, son corps tendu reflétant un mélange d'excitation et d'appréhension. Léo, immobile, l'a observé s'approcher, ses yeux ambrés ne quittant pas son frère un seul instant. Lorsque seulement quelques centimètres les séparaient, les deux félins ont commencé un rituel de reconnaissance que personne n'avait anticipé, mais que chacun a immédiatement reconnu comme profondément instinctif. Ils ont d'abord échangé des regards intenses, puis Milo a doucement incliné sa tête vers Léo, exposant légèrement sa nuque dans un geste de confiance absolue. Léo a répondu en fermant lentement ses yeux, signal universel d'apaisement chez les félins. Puis, dans un mouvement d'une fluidité parfaite, ils ont touché leurs museaux l'un contre l'autre, leurs vibrisses s'entremêlant délicatement. « C'est extraordinaire », a murmuré le professeur Durand, ému aux larmes comme tous les témoins de cette scène. Ils se reconnaissent au niveau le plus profond, au-delà de toutes les différences imposées par leur vie séparée. Ce moment de connexion a duré plusieurs minutes, les deux frères échangeant des odeurs, des sons à peine audibles et une communication corporelle d'une subtilité fascinante. Puis, comme s'ils avaient conclu un accord tacite, Milo s'est légèrement reculé et a regardé vers Pierre, semblant l'inviter à s'approcher. Pierre, vétérinaire expérimenté mais jamais confronté à une situation aussi extraordinaire, a avancé avec une lenteur délibérée, parlant doucement pour signaler ses intentions. À sa grande surprise, Léo est resté en place, observant l'humain avec une méfiance évidente, mais sans hostilité manifeste. La confiance que Milo place en nous semble influencer le comportement de Léo, a noté le docteur Renard, captivé par ce qui se déroulait sous ses yeux. C'est comme si Milo lui assurait que nous ne représentons pas une menace. Guidé par son instinct professionnel et encouragé par le comportement calme des félins, Pierre s'est accroupi à distance respectueuse et a lentement tendu sa main, paume ouverte vers le haut, dans un geste non menaçant. Milo, comprenant apparemment son rôle de médiateur, s'est frotté contre la main de Pierre avant de retourner vers Léo, créant un pont olfactif entre l'homme et le lynx. Ce qui a suivi a défié toutes les attentes. Léo, après une hésitation palpable, a fait un pas en avant, puis un autre, jusqu'à se trouver à portée de main de Pierre. Là, il a délicatement levé sa patte blessée, la tenant suspendue comme pour la présenter au vétérinaire. « Il comprend », a soufflé Marie, incrédule. « Il comprend que nous voulons l'aider. » Avec des gestes d'une précision médicale tempérée par une douceur infinie, Pierre a examiné la patte de Léo. Une profonde entaille était visible entre les coussinets, probablement causée par un morceau de verre ou de métal tranchant. La blessure, bien que douloureuse, n'était heureusement pas aussi grave que ce qu'ils avaient craint initialement. Pas de signe d'infection, mais elle doit être nettoyée et protégée, a diagnostiqué Pierre, parlant à voix basse pour ne pas effrayer l'animal. Il faudrait idéalement quelques points de suture, mais je doute qu'il me laisse faire ça sans anesthésie. Un plan B a rapidement été élaboré. Utilisant des techniques de soins d'urgence adaptées aux conditions, Pierre a nettoyé la plaie avec une solution antiseptique douce, appliqué un antibiotique topique,
puis bander la patte avec un matériau léger et imperméable. Tout au long du processus, Léo est resté remarquablement coopératif, tressaillant occasionnellement, mais ne montrant aucun signe d'agression. Milo n'a pas quitté son frère un seul instant, frottant régulièrement sa tête contre lui dans ce qui semblait être un geste de réconfort. Cette interaction a fourni aux chercheurs une fenêtre fascinante sur le rôle de la communication tactile dans les relations sociales des félins. Ce que nous observons ici va bien au-delà d'un simple lien familial, a expliqué le docteur Renard. C'est une forme d'empathie sophistiquée que nous n'associons généralement pas aux félins sauvages. Milo semble comprendre la détresse de Léo et agit activement pour la soulager. Une fois le bandage sécurisé, Pierre s'est lentement reculé, donnant à Léo l'espace pour évaluer sa patte soignée. Le lynx a posé délicatement sa patte au sol, testant son poids dessus, puis a regardé directement Pierre. Ce regard que tous les présents ont ressenti jusqu'au plus profond de leur être semblait porter un message impossible à mal interpréter. De la gratitude. Ce moment restera gravé dans ma mémoire jusqu'à mon dernier jour, confiera plus tard Pierre dans son journal scientifique. J'ai soigné des centaines d'animaux au cours de ma carrière, mais jamais je n'ai ressenti une telle connexion, une telle compréhension mutuelle avec un animal sauvage. C'était comme si, l'espace d'un instant, la barrière entre nos mondes s'était complètement effacée. Après quelques minutes supplémentaires d'interaction, Léo s'est finalement retiré, disparaissant dans l'obscurité de la forêt avec une démarche déjà plus assurée. Milo l'a regardé partir depuis le bord de la terrasse, émettant un miaulement doux qui a trouvé son écho dans un grognement lointain. Cette soirée extraordinaire a marqué un tournant dans l'étude de cette relation unique. Non seulement elle avait confirmé le lien profond entre les deux frères, mais elle avait également révélé une capacité de confiance et de coopération interspécifique que personne n'aurait cru possible. Les jours suivants ont été consacrés à l'analyse méticuleuse des heures d'enregistrement de cette rencontre. Chaque regard, chaque mouvement, chaque vocalisation a été décortiqué par l'équipe scientifique, révélant des schémas de communication d'une complexité étonnante. Nous sommes en train de réécrire les manuels sur le comportement social des félins, a déclaré le professeur Durand lors d'une conférence en ligne qui a attiré des milliers de scientifiques du monde entier. Cette étude de cas unique nous oblige à reconsidérer fondamentalement ce que nous pensions savoir sur la mémoire familiale, la reconnaissance des liens de parenté et les capacités d'adaptation sociale des prédateurs sauvages. Une semaine après l'incident, Léo est revenu à sa visite habituelle, sa patte presque entièrement guérie. Le bandage avait disparu, probablement retiré par le lynx lui-même, mais la plaie s'était proprement refermée sans signe d'infection. Cette guérison rapide a soulagé Pierre et toute l'équipe, confirmant que leur intervention avait été bénéfique. Ce qui a surpris tout le monde, cependant, c'est que Léo n'est pas venu seul. Tapi dans les ombres à la lisière de la forêt, un autre lynx observait la scène, la femelle que certains avaient aperçue quelques mois plus tôt. Cette fois, elle est restée suffisamment longtemps pour que les caméras puissent capturer des images nettes. Il s'agit très probablement de sa compagne, a confirmé le professeur Durand après avoir examiné les images. Le fait qu'il l'amène si près d'habitations humaines, dans ce qui pourrait être perçu comme une situation potentiellement dangereuse, suggère qu'il cherche à lui présenter Milo et peut-être les humains qu'il a appris à tolérer. Cette théorie a pris davantage de substance lorsque, 2 semaines plus tard, la femelle lynx s'est avancée jusqu'à mi-chemin entre la forêt et la maison, observant attentivement Léo et Milo lors de leur rencontre à travers la vitre. Bien que maintenant une distance prudente, elle semblait étudier cette interaction inhabituelle avec une curiosité évidente. Elle apprend de Léo, a suggéré le docteur Renard. Elle observe que cette situation, contraire à tous ses instincts, ne présente en réalité aucun danger. C'est un processus d'apprentissage social fascinant. La présence régulière de cette femelle lynx
a ajouté une nouvelle dimension à l'étude. Les chercheurs ont commencé à spéculer sur la possibilité que cette tolérance envers les humains et cette connexion avec Milo puissent éventuellement s'étendre au-delà de Léo, créant un précédent comportemental qui pourrait se transmettre aux générations futures. Pendant ce temps, l'histoire de Léo et Milo continuait de captiver le monde. Un documentaire produit par une grande chaîne internationale, sobrement intitulé « Frères », a battu des records d'audience. Des écoles du monde entier utilisaient leur histoire comme base pour des leçons sur l'empathie, les liens familiaux et la coexistence entre espèces. Mais la célébrité avait aussi son revers. Malgré les restrictions d'accès, certains touristes et photographes peu scrupuleux tentaient régulièrement de s'introduire dans la zone protégée, espérant capturer des images sensationnelles. Cette pression constante commençait à préoccuper sérieusement les moraux et l'équipe scientifique. « Nous marchons sur une ligne très fine », a averti Pierre lors d'une réunion avec les autorités locales. « Si nous perturbons trop l'environnement naturel de Léo, nous risquons de compromettre non seulement notre étude, mais aussi son bien-être et celui de sa compagne. » Cette préoccupation est devenue encore plus pressante lorsque les caméras de surveillance ont capturé des images troublantes, des braconniers rôdant dans la forêt, non loin du territoire de Léo. La notoriété des lynx semblait avoir attiré l'attention d'individus mal intentionnés, attirés par la valeur potentielle d'un animal devenu célèbre. Face à cette menace, une décision difficile mais nécessaire a été prise. Renforcer considérablement la sécurité autour de la zone, avec des patrouilles régulières de gardes forestiers et un système de surveillance avancé. Ces mesures, bien qu'indispensables, ont intensifié le débat éthique au sein de l'équipe de recherche. Sommes-nous en train de transformer une relation naturelle extraordinaire en une expérience contrôlée artificielle ? S'est interrogé le docteur Renard lors d'une réunion tendue. Où se situe la frontière entre protection et interférence excessive ? Ces questions philosophiques profondes planaient sur le projet alors même qu'une découverte encore plus surprenante se préparait à bouleverser toutes les théories établies jusqu'alors. Un matin de mai, alors que le soleil printanier inondait la cuisine des Moreau, Marie préparait son café tout en observant Milo qui s'étirait paresseusement sur le rebord ensoleillé de la fenêtre. Rien dans son comportement ne laissait présager que cette journée marquerait un tournant décisif dans leur extraordinaire aventure. « Il est agité depuis hier », remarqua Pierre en rejoignant sa femme. « Tu as remarqué ?» En effet, Milo montrait des signes inhabituels d'impatience, allant et venant entre la fenêtre et la porte du jardin, émettant occasionnellement des miaulements plus aigus que d'habitude. Cette nervosité avait commencé la veille, juste après la visite vespérale de Léo, qui s'était lui-même comporté différemment, restant plus longtemps que d'habitude et paraissant particulièrement attentif aux réactions de Milo. « J'ai demandé à l'équipe de surveillance de rester vigilante », répondit Marie. « Le professeur Durand pense que quelque chose se prépare dans la forêt. » Ce quelque chose ne tarda pas à se révéler. En milieu d'après-midi, l'alerte retentit sur les téléphones des Moreau. Les caméras de surveillance avaient capté un mouvement inhabituel à la lisière du bois. Marie et Pierre se précipitèrent vers les écrans de contrôle installés dans leur bureau, suivis de près par Milo, qui semblait comprendre l'importance de ce moment. Les images étaient floues au début, montrant principalement des mouvements dans les fourrés. Puis, progressivement, une scène extraordinaire se dessina. Léo émergeait lentement des bois, avançant avec précaution. Derrière lui, sa compagne le suivait, et à leurs pieds, trottinant maladroitement, 3 minuscules chatons tachetés. « Des petits », souffla Marie, stupéfaite. « Léo est père. » Cette découverte était incroyable en soi. Observer une famille de lynx si près d'habitations humaines était déjà exceptionnel, mais ce qui suivit dépassa toutes leurs attentes. Qu'au lieu de rester à l'orée du bois comme le faisait habituellement la femelle, la petite famille avançait délibérément vers la maison, guidée par Léo qui semblait montrer le chemin avec assurance. « C'est impossible », murmura Pierre,
observant Milo qui s'était dressé sur ses pattes arrière contre la vitre, ses yeux rivés sur les nouveaux venus. Il nous amène sa famille. Le professeur Durand et son équipe, alertés immédiatement, arrivèrent en un temps record, installant discrètement des équipements supplémentaires pour documenter cet événement sans précédent. L'excitation était palpable, tempérée néanmoins par une discipline scientifique rigoureuse. Nous devons rester parfaitement immobiles et silencieux, instruisit le professeur, son visage trahissant néanmoins son émotion. Ce que nous observons ici pourrait réécrire tout ce que nous savons sur la socialisation des grands félins. La famille de lynx s'approcha jusqu'à une vingtaine de mètres de la maison, s'arrêtant près d'un bouquet d'arbustes qui offrait un abri naturel. Léo s'avança encore, atteignant son poste habituel devant la fenêtre où Milo l'attendait. Mais cette fois, après leur salut rituel, Léo émit une série de vocalisations douces, tournant la tête vers sa famille cachée dans les buissons. À la stupéfaction générale, la femelle émergea lentement, les 3 chatons serrés contre elle. Elle s'arrêta à mi-chemin, visiblement tendue mais déterminée, et émit à son tour un son grave que les microphones captèrent distinctement. « Elle communique avec Léo », chuchota le docteur Renard, mais aussi avec Milo. « Regardez comme ses oreilles sont orientées vers la fenêtre. » En effet, l'échange qui se déroulait sous leurs yeux semblait être une conversation complexe entre les 3 félins adultes. Milo, loin d'être un simple spectateur, participait activement, ses miaulements et ses mouvements corporels répondant aux signaux des lynx. Après plusieurs minutes de cette communication fascinante, quelque chose d'encore plus extraordinaire se produisit. Léo retourna vers sa compagne, frotta sa tête contre la sienne dans un geste d'encouragement, puis revint vers la fenêtre, cette fois accompagné d'un des chatons, le plus audacieux des 3 qui trottait fièrement aux côtés de son père. « Il présente son petit à Milo », murmura Marie, les larmes aux yeux. C'est une présentation familiale. Cette interprétation, qui aurait pu sembler anthropomorphique dans d'autres circonstances, paraissait pourtant évidente à tous les témoins. Le chaton, arrivé à la fenêtre, observa Milo avec une curiosité innocente, plaçant ses minuscules pattes contre la vitre. Milo, de son côté, se comportait avec une douceur remarquable, baissant sa tête au niveau du petit et clignant lentement des yeux dans ce qui est universellement reconnu chez les félins comme un signe d'affection et de non-agression. C'est une transmission intergénérationnelle, s'émerveilla le professeur Durand. Léo n'apprend pas seulement à ses petits à tolérer la présence humaine, il leur enseigne qu'ils ont de la famille ici, un lien qui transcende la barrière entre sauvage et domestique. Les observations des jours suivants confirmèrent cette théorie révolutionnaire. La famille de lynx établit un nouveau territoire plus proche de la maison des Moreau, et les visites prirent un caractère plus régulier et structuré. Léo venait toujours en éclaireur, puis, si les conditions étaient jugées sûres, sa compagne, que l'équipe avait nommée Luna, amenait les chatons pour de courtes périodes. Ce comportement défie toutes nos connaissances sur la territorialité des lynx, expliqua le professeur Durand lors d'une conférence virtuelle qui réunit des spécialistes du monde entier. Traditionnellement, les femelles lynx sont extrêmement protectrices et maintiennent leurs petits loin de toute présence humaine jusqu'à ce qu'ils soient presque adultes. Ce que nous voyons ici suggère que la confiance établie par Léo a créé un précédent comportemental qui modifie l'équation risque-bénéfice pour Luna. Cette découverte ouvrait des perspectives fascinantes pour la conservation des grands félins. Si des liens de confiance pouvaient être établis et transmis aux générations suivantes, de nouvelles approches de coexistence entre humains et prédateurs sauvages devenaient envisageables. Mais cette proximité croissante n'était pas sans risque. La présence régulière de lynx près d'habitations humaines soulevait des questions de sécurité et des défis réglementaires que les autorités locales peinaient à résoudre. Des réunions de crise se succédaient à la mairie de Saint-Laurent
opposant parfois vivement les partisans d'une séparation stricte entre monde sauvage et habitations humaines aux défenseurs d'une approche plus intégrative. Nous ne pouvons pas ignorer les lois sur la faune sauvage, argumentait le représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces lynx restent des animaux protégés qui devraient évoluer dans leur habitat naturel, loin des interférences humaines. Mais c'est précisément ce qui rend cette situation si exceptionnelle, contre-argumentait le professeur Durand. Ces lynx choisissent délibérément cette proximité. Nous assistons peut-être à l'émergence d'un nouveau modèle de coexistence qui pourrait révolutionner nos approches de conservation. Ces débats passionnés se déroulaient en parallèle d'un autre phénomène inquiétant, l'augmentation de l'activité de braconnage dans la région. Malgré le renforcement des patrouilles, des pièges avaient été découverts à plusieurs reprises, heureusement avant qu'ils ne puissent causer des dommages. La célébrité de Léo et sa famille semblait attirer non seulement l'intérêt scientifique et la curiosité bienveillante, mais aussi des intentions malveillantes. Cette menace constante pesait lourdement sur les Moreau, qui se sentaient de plus en plus responsables du bien-être de cette famille féline extraordinaire. Un soir, alors que Pierre vérifiait les images des caméras de surveillance, il remarqua un détail troublant. Un véhicule inconnu stationné à la limite de la zone protégée, ses phares éteints. « Marie, appelle la gendarmerie », dit-il avec une urgence contenue. « Je crois que nous avons des visiteurs indésirables. » Avant même que Marie ne puisse composer le numéro, leur système de sécurité se déclencha, signalant une intrusion à la limite nord de leur propriété, précisément là où la famille de lynx avait établi son territoire temporaire. Pierre n'hésita pas une seconde. Saisissant une puissante lampe torche et glissant son téléphone dans sa poche, il se précipita dehors, ignorant les appels de Marie lui demandant d'attendre les renforts. Une seule pensée l'habitait: protéger Léo et sa famille des dangers que la notoriété avait attirés sur eux. La nuit était claire, une pleine lune illuminant suffisamment le paysage pour distinguer les contours des arbres et des buissons. Pierre avançait avec précaution, tous ses sens en alerte. Il connaissait désormais parfaitement ce terrain, chaque sentier, chaque repère. Lorsqu'il entendit un craquement de branches non loin du petit vallon où les lynx se reposaient souvent, son cœur s'accéléra. S'approchant silencieusement, il aperçut deux silhouettes qui se déplaçaient furtivement entre les arbres, transportant ce qui ressemblait à des cages de capture. La rage monta en lui, mais il se força à rester calme et méthodique. Activant discrètement l'application d'enregistrement de son téléphone, il s'approcha encore, déterminé à collecter suffisamment de preuves pour que ces braconniers soient sévèrement punis. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Léo observait la scène depuis les hauteurs d'un rocher voisin, ses yeux perçants captant chaque mouvement dans l'obscurité. Et tandis que Pierre avançait pour protéger les lynx, Léo se préparait à défendre ce qu'il considérait désormais comme sa famille étendue, incluant, contre toute attente, les humains qui avaient gagné sa confiance. La confrontation qui suivit s'inscrivit dans les mémoires de tous ceux qui y participèrent, humains comme félins, comme un moment où les frontières entre espèces s'estompèrent complètement face à une menace commune. Pierre s'était approché suffisamment près pour distinguer les visages des deux braconniers à la lueur de leurs lampes frontales, des hommes jeunes, vêtus de tenues de camouflage, qui discutaient à voix basse tout en préparant ce qui semblait être un piège sophistiqué. À côté d'eux, une cage de transport renforcée ne laissait aucun doute sur leurs intentions. Capturer au moins un des lynx, probablement pour le revendre sur le marché noir des animaux exotiques, ou un spécimen aussi célèbre que Léo pourrait atteindre des sommes astronomiques. « Il paraît que la femelle a des petits », chuchotait l'un d'eux. « Si on peut en attraper un, le reste suivra. C'est comme ça que ça marche avec les félins. » Pierre sentit une colère froide l'envahir. Ces hommes ne se contentaient pas de violer la loi. Ils menaçaient de détruire quelque chose d'unique,
un lien interspécifique qui pourrait révolutionner notre compréhension de la vie sauvage. Sans réfléchir davantage, il sortit de sa cachette, braquant sa puissante lampe torche directement dans leurs yeux. « Police de l'environnement !» cria-t-il, bluffant pour gagner du temps. « Vous êtes sur une propriété surveillée et dans une zone protégée. Restez où vous êtes. » La surprise fonctionna momentanément. Les deux hommes se figèrent, éblouis et désorientés. Mais l'effet ne dura que quelques secondes. Réalisant qu'ils n'avaient affaire qu'à un seul homme visiblement non armé, ils échangèrent un regard entendu avant de se séparer, l'un fonçant vers Pierre, tandis que l'autre se dirigeait vers le sous-bois, où, Pierre le savait, Luna et ses chatons s'étaient abrités plus tôt dans la soirée. Ce qui se passa ensuite sembla se dérouler au ralenti. Alors que Pierre se préparait à affronter le premier braconnier, un grondement sourd résonna dans la clairière. Léo surgit d'un rocher surplombant, sa silhouette massive se découpant un instant contre la lune avant qu'il ne se lance dans un bond puissant, atterrissant précisément entre le second braconnier et la direction qu'il prenait. L'homme s'arrêta net, son visage passant de la détermination à la terreur pure en une fraction de seconde. Face à lui se tenait un lynx adulte de plus de 25 kilos, ses muscles tendus sous sa fourrure tachetée, ses oreilles plaquées en arrière et ses crocs découverts dans une démonstration de force qui n'avait rien d'ambigu. « Bouge pas, Eric !» cria le premier homme, abandonnant son avancée vers Pierre pour sortir quelque chose de sa poche. « Une arme !» réalisa Pierre avec horreur. Tout s'accéléra. Pierre se jeta en avant pour désarmer le braconnier, mais il savait qu'il n'arriverait pas à temps. Le canon de l'arme se levait déjà, visant Léo qui, inébranlable, maintenait sa position protectrice. C'est alors qu'une ombre grise surgit de nulle part, bondissant des branches basses d'un arbre voisin, directement sur le bras armé du braconnier. Milo, ayant suivi Pierre depuis la maison, venait d'entrer dans la mêlée avec une férocité que ses propriétaires ne lui avaient jamais vue. Ses griffes s'enfoncèrent dans la veste du braconnier, le déséquilibrant suffisamment pour que son tir parte dans le vide, se perdant dans la canopée. Ce moment de chaos donna à Pierre l'opportunité dont il avait besoin. D'un mouvement précis, il plaqua l'homme au sol, lui arrachant l'arme des mains. Au même moment, des sirènes retentirent au loin. Marie avait alerté les gendarmes et les renforts approchaient. Le second braconnier, toujours face à Léo qui n'avait pas bougé d'un centimètre, comprit que la situation était perdue. Abandonnant son complice, il tenta de s'enfuir en plongeant dans les fourrés, mais sa fuite fut de courte durée. Deux silhouettes félines plus petites mais tout aussi déterminées lui bloquèrent le passage. Luna et l'aîné des chatons, formant une seconde ligne de défense qui délimitait clairement un territoire désormais interdit. Acculé, l'homme revint vers la clairière juste à temps pour voir son complice être menotté par les gendarmes qui venèrent d'arriver. La scène qui s'offrait aux forces de l'ordre était surréaliste. Un homme maîtrisé au sol, un chat domestique montant la garde à côté, et un peu plus loin, une famille de lynx observant calmement l'intervention humaine comme s'ils en faisaient partie intégrante. « Je n'aurais jamais cru voir ça de toute ma carrière », commenta le brigadier-chef en sécurisant le périmètre. « On dirait qu'ils ont compris qu'on était du même côté. » Cette nuit marqua un tournant dans l'histoire déjà extraordinaire de Léo et Milo. Les images capturées par les caméras de surveillance, montrant la coordination parfaite entre humains et félins face à une menace commune, firent le tour du monde. Des experts en comportement animal débattaient passionnément de ce qui avait été observé. Était-ce simplement l'instinct territorial des lynx coïncidant avec l'intervention humaine, ou quelque chose de plus profond, une véritable alliance interspécifique consciente du danger partagé? Pour Pierre et Marie, la réponse était évidente. Ce n'était pas une coïncidence, affirma Pierre lors de l'interview qu'il accorda quelques jours plus tard à une chaîne internationale. Léo a délibérément protégé le chemin menant à sa famille, et Milo est intervenu précisément au moment où j'étais en danger. Il y avait une coordination qui dépasse l'instinct.
Le professeur Durand, initialement plus prudent dans ses interprétations, fut contraint de réviser certaines de ses positions après avoir analysé minutieusement les enregistrements. Ce que nous observons ici suggère une forme de cognition sociale complexe que nous n'associons généralement pas aux félins, admit-il. La capacité à identifier une menace commune et à y répondre de manière coordonnée avec une autre espèce implique un niveau de traitement de l'information que nous devons étudier plus en profondeur. Suite à cet incident, les autorités prirent enfin la pleine mesure de l'importance de ce qui se déroulait à Saint-Laurent. Un statut de protection spéciale fut accordé à la zone avec des ressources dédiées à sa surveillance. Les braconniers, lourdement condamnés, servirent d'exemple dissuasif. Mais la plus grande victoire fut peut-être la reconnaissance officielle de la nécessité de repenser nos approches de conservation pour inclure la possibilité de coexistence harmonieuse entre humains et prédateurs sauvages. Pour la famille de lynx, la vie reprit son cours, mais avec une différence notable. Leur territoire s'étendait désormais officiellement jusqu'à la maison des Moreau, créant une zone tampon unique où sauvages et domestiques se rencontraient quotidiennement. Luna, initialement la plus méfiante, devint progressivement aussi à l'aise que Léo en présence des humains qu'elle avait appris à associer à la sécurité plutôt qu'au danger. Les chatons grandissaient à vue d'œil, développant chacun leur propre personnalité. Le plus audacieux, que l'équipe avait nommé Nova, montrait un intérêt particulier pour Milo, cherchant souvent à l'imiter dans ses comportements. La cadette, Aria, restait généralement plus proche de sa mère, observant tout avec une intelligence vive qui rappelait celle de Léo. Le Benjamin, Orion, se distinguait par sa curiosité insatiable, explorant chaque recoin de ce territoire hybride avec une confiance remarquable pour un si jeune lynx. Ce que nous observons avec ces chatons est révolutionnaire, expliqua le docteur Renard lors d'une conférence scientifique. Contrairement à leurs congénères élevés sans contact humain, ils développent un schéma comportemental entièrement nouveau, intégrant les humains et même un chat domestique dans leur conception de ce qui constitue un environnement normal. Ils ne sont ni pleinement sauvages ni domestiqués. Ils créent une troisième voie que nous commençons à peine à comprendre. Cette troisième voie devint rapidement le cœur d'un nouveau champ d'études en éthologie, attirant des chercheurs du monde entier. Des protocoles d'observation non invasifs furent développés, permettant de documenter l'évolution de cette famille féline unique, sans perturber l'équilibre délicat qui s'était établi. Milo, pour sa part, semblait s'épanouir dans son rôle d'ambassadeur entre les mondes. Désormais autorisé à passer du temps à l'extérieur sous surveillance, il servait souvent de médiateur lors des rencontres entre humains et lynx, émettant des vocalisations spécifiques que les chercheurs avaient appris à reconnaître comme des signaux de « tout va bien ». Il a développé un véritable langage intermédiaire, s'émerveillait Marie en observant Milo guider les chatons lors d'une séance de jeu prudent avec des enfants du village, soigneusement sélectionnés pour leur calme et leur respect des consignes. Des sons qui ne sont ni tout à fait ceux d'un chat domestique ni ceux d'un lynx, mais qui sont compris par les deux espèces. Cette capacité de communication transcendant les barrières d'espèces s'étendait également aux humains. Pierre et Marie, après des mois d'interaction quotidienne, avaient développé une compréhension intuitive des vocalisations et du langage corporel des lynx, leur permettant d'anticiper leurs besoins et leurs humeurs avec une précision remarquable. C'est comme apprendre une langue étrangère par immersion, expliquait Pierre. Au début, on capte quelques mots, quelques concepts. Puis un jour, on réalise qu'on comprend des phrases entières, des nuances subtiles. Mais cette harmonie apparente ne pouvait faire oublier une réalité fondamentale. Les chatons grandissaient, et bientôt, ils atteindraient l'âge où les jeunes lynx quittent normalement leur famille pour établir leur propre territoire. Cette phase naturelle de dispersion soulevait des questions cruciales pour le projet de recherche
et pour l'avenir même de cette expérience unique de coexistence. Les jeunes lynx, élevés dans cette zone tampon entre nature et civilisation, choisiraient-ils de rester à proximité des humains qu'ils avaient appris à tolérer, ou l'appel de la nature sauvage serait-il plus fort? Et si certains partaient, tandis que d'autres restaient, comment évolueraient leurs comportements respectifs? Le printemps céda sa place à l'été, puis à l'automne, et les chatons de Léo et Luna grandirent à une vitesse remarquable. À 8 mois, ils avaient déjà atteint presque les 2/3 de leur taille adulte, leur pelage juvénile cédant progressivement la place aux magnifiques manteaux tachetés caractéristiques des lynx adultes. Pour l'équipe scientifique, cette période de transition représentait une opportunité sans précédent d'étudier comment l'exposition précoce aux humains et à un environnement semi-domestique influençait le développement comportemental des jeunes prédateurs. « Nous sommes à un moment critique », expliqua le professeur Durand lors d'une réunion avec l'équipe élargie de recherche. « Normalement, c'est à cet âge que les jeunes lynx commencent à développer leur comportement de chasse et à s'éloigner progressivement du territoire parental pour explorer. Cette phase naturelle du développement soulevait des questions fondamentales pour le projet. Les jeunes lynx avaient grandi en associant la présence humaine à la sécurité plutôt qu'au danger. Comment cela affecterait-il leur capacité à survivre dans un environnement purement sauvage? Inversement, s'ils restaient à proximité des habitations, comment gérer les interactions potentielles avec des humains moins préparés que les moraux et leur équipe? Les réponses commencèrent à se dessiner par elles-mêmes, chaque chaton révélant une trajectoire unique qui semblait refléter sa personnalité distincte. Nova, l'aîné et le plus audacieux, fut le premier à s'aventurer au-delà des limites habituelles du territoire familial. Les colliers de suivi GPS, dont les chatons avaient été équipés, lors d'une séance de manipulation à laquelle il s'était soumis avec une coopération surprenante, révélèrent qu'il explorait régulièrement des zones jusqu'à 5 km au nord de la propriété des Moreau, pénétrant profondément dans la forêt la plus dense. Il semble suivre le modèle classique de dispersion des jeunes mâles lynx, observa le docteur Renard en analysant les données. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il revient systématiquement à la base près de la maison. Il utilise l'environnement humain comme un point d'ancrage sécurisé pour ses explorations. Aria, la cadette, adopta une stratégie complètement différente. Plutôt que de s'éloigner, elle approfondit sa connaissance du territoire familial, développant une cartographie mentale incroyablement détaillée de chaque recoin, chaque cachette, chaque point d'eau. Plus surprenant encore, elle montrait un intérêt particulier pour les zones de transition entre forêts et jardins humains, semblant étudier méticuleusement les comportements et habitudes des résidents. Elle développe une spécialisation comportementale unique, théorisa le professeur Durand. Dans un contexte traditionnel, les lynx évitent soigneusement les humains. Aria, au contraire, semble intégrer la présence humaine comme une variable environnementale qu'elle apprend à prévoir et à utiliser. Quant à Orion, le benjamin, il révéla une troisième voie encore plus inattendue. D'une curiosité insatiable, il développa une relation particulièrement étroite avec Milo, au point de passer parfois des heures entières à l'observer, imitant ses comportements et ses techniques de chasse aux petites proies. Cette influence conduisit à un comportement hybride fascinant. Orion chassait comme un lynx, mais interagissait socialement comme un chat domestique, établissant des contacts avec les humains sélectionnés avec une aisance déconcertante. C'est comme s'il avait un pied dans chaque monde, remarqua Marie en observant Orion qui somnolait paisiblement à quelques mètres de la terrasse pendant que Milo se prélassait sur une chaise voisine. Il n'est ni complètement sauvage ni domestique, il crée sa propre catégorie. Cette diversité de trajectoires développementales offrait une fenêtre fascinante sur la plasticité comportementale des grands félins, remettant en question l'idée reçue selon laquelle les comportements sauvages seraient purement instinctifs et imperméables à l'influence environnementale.
Léo et Luna, pendant ce temps, continuaient de superviser l'éducation de leurs petits tout en maintenant leur présence régulière près de la maison des Moreau. Leur comportement parental révélait une complexité que peu d'études avaient pu documenter auparavant. Ils semblaient activement enseigner à leurs petits quels humains étaient sûrs, principalement les Moreau et l'équipe scientifique, et quels lieux devaient être évités, comme les routes et les zones plus peuplées. C'est une forme de transmission culturelle, s'émerveilla le docteur Renard. Ils ne se contentent pas de transmettre des comportements instinctifs, ils partagent des connaissances acquises, adaptées à cet environnement spécifique. Cette idée de culture féline, transmissible, fit l'objet d'un article dans la prestigieuse revue Nature, propulsant l'étude dans les plus hautes sphères scientifiques mondiales. Des débats passionnés s'ensuivirent, certains chercheurs traditionalistes contestant l'utilisation même du terme « culture » pour des animaux non primates, tandis que d'autres y voyaient la confirmation que nos conceptions des capacités cognitives animales étaient beaucoup trop limitées. Au milieu de ces débats académiques, un événement inattendu vint ajouter une nouvelle dimension à cette histoire déjà extraordinaire. Un matin d'octobre, alors que les premières gelées blanchissaient les prairies, Pierre remarqua un mouvement inhabituel sur les écrans de surveillance. Un lynx adulte, visiblement ni Léo ni l'un des jeunes, se tenait à la lisière de la forêt, observant prudemment la maison. « Nous avons un visiteur », annonça-t-il à l'équipe. Un mâle adulte, je dirais plus âgé que Léo, à en juger par sa taille et sa musculature. L'apparition de ce nouveau lynx créa une vague d'excitation mêlée d'inquiétude. Les lynx adultes sont généralement territoriaux et solitaires, sauf en période de reproduction. La présence d'un second mâle à proximité du territoire de Léo pouvait potentiellement déclencher des conflits territoriaux. « C'est fascinant », commenta le professeur Durand après avoir examiné les images. D'après sa morphologie et ses marques distinctives, je dirais qu'il s'agit d'un individu d'au moins 8 ans, bien plus âgé que Léo. Les jours suivants furent consacrés à l'observation intensive de ce nouveau venu, que l'équipe baptisa « Sage », en référence à son âge apparent. Contrairement aux attentes, aucun conflit ne sembla émerger entre lui et Léo. Au contraire, les caméras captèrent à plusieurs reprises des scènes surprenantes où les deux mâles se déplaçaient dans le même secteur à quelques heures d'intervalle, semblant délibérément éviter la confrontation. C'est comme s'ils avaient établi un accord tacite de partage du territoire, observa le docteur Renard. Quelque chose que nous n'avons jamais documenté chez des lynx mâles adultes non apparentés. La situation prit un tournant encore plus inattendu lorsque Sage commença à s'approcher graduellement de la maison, suivant apparemment le même chemin que Léo utilisait depuis des années. Sa prudence était évidente, mais aussi sa curiosité. Il semblait étudier méticuleusement les comportements de la famille de lynx résidente. Je commence à me demander s'il n'y aurait pas une connexion que nous n'avons pas identifiée, suggéra Marie après plusieurs jours d'observation. Sa démarche, certaines de ses expressions, il y a quelque chose de familier. Cette intuition conduisit l'équipe à comparer plus attentivement les caractéristiques physiques de Sage avec celles de Léo et des jeunes. Les résultats de cette analyse visuelle soulevèrent une hypothèse stupéfiante. Les marques sur son flanc droit, la configuration des taches sur ses oreilles. Elles présentent des similarités frappantes avec celles de Léo, confirma le professeur Durand. Nous ne pouvons pas en être certains sans analyse génétique, mais il existe une possibilité réelle que nous observions un lien de parenté. Cette hypothèse fut renforcée par le comportement de Milo, qui manifesta un intérêt inhabituel pour ce nouveau venu. À plusieurs reprises, le chat domestique fut observé à la fenêtre, fixant intensément Sage lorsqu'il apparaissait à la lisière du bois, émettant parfois des vocalisations que l'équipe avait appris à associer à une forme de reconnaissance. « Est-il possible que ce soit » commença Pierre, n'osant pas formuler complètement sa théorie.
Le professeur Durand acquiesça lentement. Un parent plus âgé? Peut-être même le père de Léo? Compte tenu de ce que nous savons sur les structures familiales des lynx, c'est une hypothèse plausible. Les jeunes mâles établissent souvent leur territoire à la périphérie de celui de leur père. Pour tester cette théorie, l'équipe mit en place un protocole de collecte d'ADN non invasif, utilisant des pièges à poils et l'analyse des marquages territoriaux. Les échantillons furent envoyés en urgence au laboratoire pour comparaison avec l'ADN de Léo déjà disponible dans leur base de données. Pendant que l'équipe scientifique s'activait, Léo lui-même sembla prendre l'initiative. Un soir, sous le regard attentif des caméras de surveillance, il s'approcha directement de Sage, qui se tenait à distance habituelle. Ce qui suivit fut une interaction d'une subtilité remarquable, non pas un affrontement territorial, mais ce qui semblait être un rituel de reconnaissance mutuelle, leurs museaux se rapprochant brièvement avant qu'ils ne s'assoient côte à côte, regardant vers la maison dans un silence partagé. « C'est comme si Léo nous le présentait, » murmura Marie, émue par cette scène inattendue, comme s'il élargissait le cercle familial pour y inclure ce nouvel arrivant. Les résultats des analyses génétiques arrivèrent 2 semaines plus tard, confirmant ce que l'observation comportementale avait déjà suggéré. Sage était bien le père de Léo, et par extension, le grand-père des jeunes lynx. Cette révélation, loin d'être une simple curiosité scientifique, ouvrait des perspectives fascinantes sur la dynamique familiale des lynx et leur capacité à maintenir des liens intergénérationnels sur de longues périodes. « C'est révolutionnaire », déclara le professeur Durand lors d'une visioconférence réunissant des experts internationaux. Nous pensions que les mâles lynx n'avaient pratiquement aucune interaction avec leur progéniture au-delà de la conception. Or, nous observons ici une forme de reconnaissance familiale persistant jusqu'à l'âge adulte et même s'étendant à une 3e génération. La présence de Sage ajoutait une nouvelle dimension au tableau déjà complexe des relations qui se tissaient autour de la maison des Moreau. En quelques semaines, il établit un schéma de visite régulière, généralement en fin d'après-midi, quelques heures avant l'arrivée habituelle de Léo et sa famille. Il maintenait une distance prudente avec les humains, mais son intérêt pour Milo était évident. Il passait de longs moments à observer le chat domestique depuis la lisière du bois, parfois émettant de douces vocalisations que les microphones ultra-sensibles de l'équipe captaient à peine. Sa fascination pour Milo va au-delà de la simple curiosité, observa le docteur Renard. C'est comme s'il reconnaissait quelque chose en lui, peut-être un lien familial que nos tests génétiques n'ont pas encore pleinement élucidé. Cette hypothèse conduisit à une nouvelle série d'analyses, plus approfondies, comparant l'ADN de Sage non seulement à celui de Léo, mais aussi à celui de Milo. Les résultats, lorsqu'ils arrivèrent, laissèrent l'équipe scientifique dans un silence stupéfait. C'est statistiquement improbable, mais les données sont formelles, annonça la généticienne qui avait supervisé les tests. Sage partage des marqueurs génétiques significatifs avec Milo. Pas suffisamment pour suggérer une paternité directe, mais certainement assez pour indiquer un lien familial au 2e ou 3e degré. En compilant ces nouvelles informations avec ce qu'il savait déjà, une théorie émergea. Sage, le patriarche, avait engendré plusieurs portées dans la région au fil des ans. Léo était l'un de ses fils, mais il semblait probable que la mère de Milo, une chatte domestique, avait également été fécondée par un autre descendant de Sage, faisant de Milo et Léo des cousins partageant un grand-père commun. C'est une tapisserie génétique fascinante, s'émerveilla Pierre. Nous assistons non seulement à une hybridation entre espèces, mais à la formation d'une véritable dynastie féline transgénérationnelle et transespèce. Cette révélation expliquait bien des aspects de cette histoire extraordinaire. L'attirance instinctive de Léo vers la maison des Moreau, sa reconnaissance immédiate de Milo comme famille, malgré leurs différences physiques évidentes, et maintenant,
le retour de Sage dans un territoire qu'il avait probablement fréquenté des années auparavant. Mais pourquoi Sage était-il revenu maintenant, après tant d'années? Cette question trouva une réponse partielle lorsque l'équipe remarqua que le vieux lynx semblait souffrir d'une légère boiterie et présentait des signes de perte de poids. Les images thermiques révélèrent également une inflammation au niveau de sa mâchoire. Il vieillit, diagnostiqua Pierre après avoir observé les images. Dans la nature, un lynx de son âge serait extrêmement vulnérable. Je pense qu'il est revenu ici parce qu'il a associé cette zone à une forme de sécurité, peut-être à travers les marquages territoriaux de Léo. Cette hypothèse souleva un dilemme éthique pour l'équipe. Fallait-il intervenir pour aider Sage, risquant de perturber davantage l'équilibre naturel, ou laisser la nature suivre son cours, même si cela signifiait assister au déclin d'un animal qui était devenu en quelque sorte un membre étendu de leur communauté interspécifique? La décision fut finalement prise de proposer une aide minimale, mais potentiellement cruciale. Des points d'alimentation discrets furent installés à la lisière du bois, offrant un supplément nutritionnel adapté qui pourrait aider Sage sans créer de dépendance. Des caméras spécifiques furent dédiées à la surveillance de sa santé, permettant à Pierre d'évaluer son état sans intervention directe. Pendant ce temps, les jeunes lynx continuaient leur développement, atteignant progressivement l'âge où ils commenceraient normalement à établir leur propre territoire. Nova, désormais presque adulte, étendait régulièrement ses explorations, s'aventurant parfois jusqu'à 10 km de la propriété des Moreau. Mais contrairement aux prédictions de dispersion classiques, il revenait systématiquement, maintenant un lien avec le territoire familial que les mâles lynx abandonnent généralement complètement. Il crée un nouveau modèle territorial, théorisa le professeur Durand. Plutôt qu'un territoire unique et exclusif, il semble établir un réseau de zones connectées, avec la maison comme point central. Aria, pour sa part, affina sa spécialisation comportementale unique. Les chercheurs furent stupéfaits de découvrir qu'elle avait développé une capacité remarquable à utiliser les infrastructures humaines à son avantage, traversant les propriétés la nuit en suivant les haies et les clôtures, utilisant les toits des abris de jardin comme poste d'observation et même, à l'occasion, se désaltérant discrètement dans les bassins ornementaux des jardins voisins. Elle réinvente ce que signifie être un lynx à l'ère moderne, commenta Marie avec admiration. Elle n'évite pas la civilisation, elle l'intègre dans sa stratégie de survie. Quant à Orion, il confirma sa position unique à l'interface entre les deux mondes. Sous le mentorat continu de Milo, il développa un comportement social hybride fascinant, capable de chasser efficacement comme un lynx sauvage, mais également de communiquer et d'interagir avec certains humains sélectionnés avec une aisance déconcertante. À plusieurs reprises, il fut observé sur la terrasse des Moreau, paisiblement allongé à quelques mètres de Milo, tous deux somnolents au soleil, dans une image de coexistence parfaite qui semblait défier toutes les conventions sur le comportement félin. Cette diversité de trajectoires développementales devint le sujet d'une étude longitudinale ambitieuse, documentant comment trois individus issus de la même portée pouvaient, sous l'influence d'un environnement unique, développer des stratégies comportementales radicalement différentes, tout en maintenant leur cohésion familiale. L'arrivée de l'hiver apporta de nouveaux défis. La neige épaisse qui recouvrit la région rendait les déplacements plus difficiles et la chasse plus exigeante. Pour Sage particulièrement, cette période semblait éprouvante. Ses visites devinrent moins fréquentes et lorsqu'il apparaissait, sa démarche semblait plus laborieuse. Un soir de décembre, alors que le thermomètre affichait des températures particulièrement basses, les caméras captèrent une scène extraordinaire. Léo et Luna, accompagnés de leurs trois jeunes presque adultes, escortaient Sage vers la maison des Moreau. Le vieux lynx, visiblement affaibli, avançait lentement, soutenu occasionnellement par Léo, qui marchait à ses côtés. « Il l'aide », murmura Marie, les larmes aux yeux. «
il l'amène là où ils savent qu'il peut trouver de l'aide. La famille de lynx guida Sage jusqu'à la terrasse couverte où les Moreau avaient l'habitude de laisser de la nourriture pour leurs visiteurs félins. Là, sous le regard attentif de ses descendants, le vieux lynx se coucha sur le tapis extérieur, épuisé par l'effort. Pierre, observant la scène depuis l'intérieur, comprit immédiatement la gravité de la situation. « Il est en hypothermie », diagnostiqua-t-il. « S'il reste dehors cette nuit, il ne survivra probablement pas. » Une décision sans précédent fut prise. Intervenir directement pour sauver Sage. Avec une précaution extrême, Pierre prépara une injection sédative légère et s'approcha de la porte-fenêtre. À sa grande surprise, aucun des lynx ne s'enfuit à son approche. Au contraire, Léo s'écarta légèrement, comme pour lui céder la place auprès de Sage. « C'est comme s'il comprenait », chuchota le professeur Durand qui assistait à la scène. « Comme s'il nous faisait confiance pour l'aider. » Avec des gestes lents et délibérés, Pierre administra le sédatif, puis, assisté par 2 membres de l'équipe, transporta Sage à l'intérieur, dans une pièce spécialement aménagée qui servait habituellement de poste d'observation. Durant toute l'opération, la famille de lynx resta sur la terrasse, observant à travers la vitre, dans un silence presque solennel. « Nous venons de franchir une frontière que je n'aurais jamais imaginée possible », admit Pierre plus tard cette nuit-là, veillant sur Sage qui reposait, stabilisé, sur un épais tapis chauffant. Des lynx sauvages nous ont délibérément amené l'un des leurs pour que nous le soignions. C'est au-delà de tout ce que la science conventionnelle pourrait expliquer. Cette nuit marqua le début d'une nouvelle phase dans cette histoire extraordinaire, une phase où la frontière entre sauvage et domestique, entre instinct et conscience, semblait s'effacer complètement, laissant place à quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'avait pas encore de nom dans les manuels scientifiques. Les jours qui suivirent l'arrivée de Sage dans la maison des Moreau furent marqués par une atmosphère presque irréelle. Un lynx sauvage âgé se rétablissant dans une pièce aménagée d'une habitation humaine, visité régulièrement par sa famille qui attendait patiemment sur la terrasse, observant à travers les vitres, c'était une situation sans précédent qui remettait en question les frontières traditionnelles entre monde sauvage et monde domestique. L'examen approfondi de Sage révéla plusieurs problèmes de santé liés à son âge avancé. Arthrite dans les articulations postérieures, infections dentaires chroniques et parasites intestinaux. Pierre, mettant à profit toute son expertise vétérinaire, élabora un plan de traitement minimaliste mais efficace, visant à soulager ses souffrances sans altérer fondamentalement sa nature sauvage. Notre objectif n'est pas de le transformer en animal de compagnie, expliqua-t-il à l'équipe, mais de lui offrir un havre temporaire où il peut récupérer suffisamment de force pour continuer sa vie selon ses propres termes. Ce qui étonna tout le monde, c'est la manière dont Sage s'adapta à cette situation extraordinaire. Contrairement aux attentes concernant un félin sauvage adulte, il ne montra pratiquement aucun signe de stress lié à sa captivité temporaire. Il acceptait les soins avec une patience remarquable, semblant comprendre intuitivement que ses interventions visaient à soulager ses maux. C'est comme s'il avait attendu ce moment, suggéra Marie, observant le vieux lynx qui somnolait paisiblement sur son tapis, comme s'il savait depuis longtemps que cet endroit pouvait être un refuge. Mais l'aspect peut-être le plus fascinant de cette période fut la réaction de Milo. Dès le premier jour, le chat domestique manifesta un intérêt extraordinaire pour ce nouvel occupant. Après une introduction prudente et contrôlée, Milo fut autorisé à entrer dans la pièce où Sage se reposait. Ce qui suivit dépassa toutes les attentes. Sans hésitation apparente, Milo s'approcha du grand félin, le renifla délicatement, puis, dans un geste d'une tendresse surprenante, se coucha contre lui, sa petite forme blottie contre le flanc du lynx. Sage, loin de rejeter cette proximité, sembla l'accueillir, abaissant légèrement sa tête pour effleurer le chat de son museau.
C'est la confirmation visuelle la plus puissante de leur lien génétique, commenta le professeur Durand, ému par cette scène. Ils se reconnaissent au niveau le plus fondamental. Dans les jours qui suivirent, Milo devint le compagnon constant de Sage, partageant sa nourriture, toilettant délicatement les zones que le vieux lynx ne pouvait plus atteindre et semblant même communiquer avec lui à travers un langage subtil de clignements d'yeux et de légers mouvements de tête que l'équipe commençait tout juste à décoder. « Milo agit comme un facilitateur », observa le docteur Renard. « Il crée un pont entre le monde sauvage de Sage et notre environnement humain, rendant cette transition temporaire moins stressante. » Cette cohabitation inattendue offrit également des opportunités d'observation sans précédent. Les caméras installées dans la pièce capturèrent des heures d'interaction entre les deux félins, révélant des schémas de communication d'une subtilité remarquable et des comportements affectifs qu'on associe rarement aux félidés sauvages adultes. Pendant ce temps, à l'extérieur, Léo, Luna et leurs jeunes maintinrent une présence régulière, visitant la terrasse plusieurs fois par jour. À travers la vitre, ils semblaient communiquer avec Sage, échangeant des regards et des expressions faciales que même les chercheurs les plus expérimentés peinaient à interpréter pleinement. Nous sommes témoins d'une forme de cohésion familiale, multigénérationnelle que la science n'a jamais documentée chez les lynx, expliqua le professeur Durand lors d'une conférence en ligne qui attira des milliers de scientifiques et d'amateurs. Ces animaux maintiennent des liens sociaux complexes bien au-delà des périodes d'élevage des jeunes, remettant en question notre classification des lynx comme strictement solitaires. La nouvelle de ce développement extraordinaire se répandit rapidement dans la communauté scientifique internationale, puis dans les médias grand public. Des demandes d'interviews et de reportages affluèrent, mettant l'équipe face à un dilemme éthique délicat. Comment partager cette découverte révolutionnaire sans transformer ces animaux en attractions médiatiques et perturber l'équilibre fragile qui s'était établi? Une solution innovante fut trouvée. Plutôt que d'autoriser une multitude de journalistes sur place, l'équipe collabora avec une équipe de documentaristes spécialisés dans la vie sauvage, reconnue pour son approche non invasive et son respect des sujets animaux. Ensemble, ils créèrent un film documentaire en temps réel, partageant quotidiennement des séquences soigneusement sélectionnées qui permettaient au public de suivre cette histoire extraordinaire sans perturber les animaux. Le documentaire, intitulé « La famille invisible », en référence aux liens subtils mais puissants qui unissaient ces félins, devint un phénomène mondial. Des millions de spectateurs suivaient quotidiennement les mises à jour, créant une communauté virtuelle passionnée autour de cette famille féline unique. Cette exposition médiatique contrôlée eut un effet inattendu mais profondément positif. Elle sensibilisa le grand public aux questions de conservation des grands félins et à l'importance des corridors écologiques permettant la coexistence entre faune sauvage et présence humaine. Des fonds affluèrent pour soutenir des projets de conservation dans toute l'Europe et plusieurs municipalités voisines s'inspirèrent de l'expérience de Saint-Laurent pour établir leur propre zone tampon protégée. Au bout de 3 semaines de soins attentifs, Sage montra des signes clairs d'amélioration. Son infection dentaire avait répondu positivement aux antibiotiques, son poids avait légèrement augmenté et sa démarche semblait moins douloureuse. Pierre et l'équipe vétérinaire savaient que le moment approchait où ils devraient décider de la prochaine étape. Il est suffisamment rétabli pour envisager un retour progressif à la vie sauvage, annonça Pierre lors d'une réunion d'équipe. Mais compte tenu de son âge et de la saison hivernale, nous devons considérer toutes les options. Une solution intermédiaire fut élaborée. Un enclos extérieur semi-naturel fut rapidement construit à proximité de la maison, offrant à Sage un espace plus vaste tout en lui permettant de rester à l'abri des conditions hivernales les plus rudes. Cette structure, invisible depuis les chemins publics mais accessible aux autres lynx, représentait un compromis entre captivité et liberté totale.
Le transfert de Sage vers ce nouvel environnement fut remarquablement fluide. Au jour convenu, la porte de la pièce fut simplement laissée ouverte, menant à un couloir sécurisé qui débouchait sur l'enclos extérieur. Sage, accompagné comme toujours de Milo, explora ce passage à son propre rythme, sans aucune contrainte ni manipulation humaine. Il conserve ainsi son autonomie, expliqua le docteur Renard. Chaque pas vers l'extérieur est son choix, préservant sa dignité et son agentivité. Ce qui suivit dépassa toutes les attentes. Au lieu de s'aventurer immédiatement dans l'enclos, Sage et Milo s'installèrent dans le couloir, à mi-chemin entre l'intérieur et l'extérieur. Pendant 2 jours, ils restèrent dans cet espace intermédiaire, comme si cette position symbolique, ni tout à fait dedans, ni tout à fait dehors, reflétait parfaitement la nature unique de leur existence, à la frontière entre 2 mondes. Finalement, lors d'une matinée ensoleillée malgré le froid, Sage fit ses premiers pas dans l'enclos extérieur. Il explora méticuleusement chaque recoin, testant les différentes surfaces, s'arrêtant pour sentir l'air frais qui circulait à travers les mailles supérieures du filet de protection. Milo l'accompagnait toujours, trottinant à ses côtés comme un guide attentif. Ce même après-midi, Léo, Luna et les jeunes lynx firent leur apparition à la périphérie de l'enclos. À travers la barrière, un échange complexe de vocalisation et de signaux visuels s'établit, créant une atmosphère d'intense communication que les micros et caméras captèrent dans ses moindres détails. « C'est fascinant », nota le professeur Durand en analysant les enregistrements. Léo semble littéralement expliquer la situation à Sage, lui montrant les différentes entrées et sorties, comme s'il lui présentait un plan d'évasion potentiel. Cette interprétation fut corroborée dans les jours suivants lorsque l'équipe observa les jeunes lynx, particulièrement Nova et Orion, apporter de petites proies à la périphérie de l'enclos, les déposant suffisamment près pour que Sage puisse les atteindre à travers le grillage. Ce comportement, rappelant celui des adultes nourrissant leurs petits, représentait un renversement intergénérationnel fascinant, les petits-enfants prenant soin de leur grand-père. Nous observons l'émergence d'une structure sociale complexe qui transcende les modèles comportementaux documentés jusqu'à présent, expliqua le docteur Renard. Ces lynx ne se contentent pas de survivre. Ils créent activement de nouvelles formes d'organisation sociale adaptées à cet environnement unique. Cette période de transition offrit également l'opportunité d'approfondir l'étude des liens entre Milo et les lynx. Le chat domestique développa un comportement de navette remarquable, passant plusieurs heures par jour avec Sage dans l'enclos avant de retourner à l'intérieur de la maison, puis de ressortir pour interagir avec Léo et sa famille à travers la clôture. À chaque transition, il semblait transporter des informations, créant un réseau de communication entre tous les membres de cette famille étendue. Milo est devenu l'équivalent félin d'un diplomate, plaisanta Marie, bien que cette observation contint une vérité profonde. Il navigue entre ces différents mondes avec une aisance que ni nous ni les lynx ne pourrions jamais atteindre seuls. Cette période d'équilibre relatif permit à l'équipe de recherche de synthétiser leurs observations des derniers mois, aboutissant à une série d'articles scientifiques qui révolutionnèrent plusieurs domaines, de l'éthologie à la génétique comportementale. Mais au-delà des avancées académiques, c'était l'impact émotionnel et philosophique de cette expérience qui marquait le plus profondément tous ceux qui y participaient. Nous avons été formés à maintenir une distance professionnelle, à éviter l'anthropomorphisme, confia le professeur Durand lors d'une interview personnelle. Mais ce que nous vivons ici nous oblige à reconsidérer fondamentalement la nature des frontières que nous avons construites, entre sauvages et domestiques, entre instinct et conscience, entre eux et nous. Ces réflexions profondes furent brutalement interrompues par un événement inattendu qui allait, une fois de plus, tester les limites de cette coexistence extraordinaire. L'événement qui bouleversa cet équilibre précieux survint un matin de janvier, sans avertissement.
Pierre, vérifiant les systèmes de surveillance comme chaque matin, remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les caméras extérieures montraient que l'enclos de Sage avait été endommagé pendant la nuit, un pan entier de la clôture arraché, laissant une ouverture béante. « Marie !» appela-t-il, l'urgence dans sa voix attirant immédiatement l'attention de sa femme. Sage a disparu. L'examen des enregistrements nocturnes révéla une scène aussi surprenante qu'alarmante. Peu après minuit, un groupe de 4 personnes encagoulées s'était approché furtivement de l'enclos. Avec des outils professionnels, ils avaient rapidement découpé une section du grillage, créant une ouverture suffisamment large pour permettre à un lynx de s'échapper ou d'être capturé. Mais la suite des événements défiait toute prévision. Au moment où les intrus avaient tenté de pénétrer dans l'enclos, apparemment équipés de fusils à fléchettes tranquillisantes, une silhouette féline avait jailli des ombres, non pas Sage, mais Léo, qui patrouillait manifestement à proximité. Le lynx adulte avait chargé le groupe, provoquant une panique immédiate. Dans la confusion qui s'ensuivit, les intrus battirent en retraite, abandonnant une partie de leur équipement. Ce n'est pas un simple acte de vandalisme, constata le lieutenant de gendarmerie appelé sur place. C'est une tentative de braconnage sophistiqué, probablement destinée à capturer Sage pour le marché noir. Plus inquiétant encore, les caméras montraient clairement que dans le chaos qui avait suivi, Sage avait effectivement quitté l'enclos, suivi de près par Milo qui, fidèle à son rôle de compagnon, n'avait pas hésité à s'aventurer dans la nuit hivernale aux côtés du vieux lynx. « Ils sont tous les deux dehors, vulnérables », murmura Marie, le visage pâle d'inquiétude. Sage est encore convalescent et Milo n'a jamais passé une nuit complète dehors, surtout par ce froid. Une opération de recherche fut immédiatement organisée, combinant les ressources de l'équipe scientifique, des autorités locales et des volontaires du village. Des drones équipés de caméras thermiques furent déployés pour survoler la forêt environnante, tandis que des équipes au sol suivaient les traces dans la fine couche de neige qui recouvrait le sol. Le professeur Durand coordonnait les efforts depuis le centre d'opération improvisé dans le salon des Moreaux, analysant les données qui affluaient des différentes équipes. « Le problème n'est pas seulement de les retrouver, » expliqua-t-il, « mais d'évaluer leur état. Sage est encore fragile, et cette exposition soudaine aux éléments, combinée au stress de l'incident, pourrait avoir des conséquences graves sur sa santé. » Pendant ce temps, une deuxième équipe, dirigée par Pierre, suivait une piste différente. Les traces des braconniers indiquaient qu'ils s'étaient repliés vers un chemin forestier secondaire où, probablement, un véhicule les attendait. Si ces individus faisaient partie d'un réseau organisé, comme leur équipement semblait le suggérer, il y avait un risque qu'ils reviennent avec des renforts. « Nous devons identifier ces personnes rapidement », insista Pierre auprès du lieutenant. « Ce n'est pas seulement une question de braconnage, c'est une menace directe pour un projet scientifique d'importance internationale. » Alors que la journée avançait sans nouvelles de Sage ou Milo, l'inquiétude grandissait. Les températures, déjà basses, devaient chuter encore davantage durant la nuit suivante. Pour un chat domestique comme Milo, qui n'avait jamais dû affronter de telles conditions, les risques d'hypothermie étaient considérables. C'est alors qu'une découverte inattendue vint bouleverser la situation. Luna et les 3 jeunes lynx, qui s'étaient fait discrets depuis l'incident, furent repérés par une caméra de surveillance à la lisière nord de la propriété. Leur comportement était inhabituel. Au lieu de chasser ou de se reposer, ils semblaient patrouiller méthodiquement, comme s'ils montèrent la garde. « Ils protègent quelque chose », suggéra le docteur Renard, étudiant attentivement les images. « Ou quelqu'un. » Cette hypothèse fut confirmée lorsqu'un drone survola la zone, capturant des images thermiques révélatrices. Dans une petite dépression naturelle, partiellement abritée par un affleurement rocheux et des buissons denses, se trouvaient 2 signatures thermiques distinctes, l'une plus grande, l'autre plus petite, blotties l'une contre l'autre. « C'est eux »,
s'exclama Marie, les larmes aux yeux. Ils sont ensemble, et Luna et les jeunes montent à la garde. L'équipe de secours se dirigea immédiatement vers cette position, guidée par le drone. À leur approche, ils furent accueillis par un spectacle saisissant. Nova et Aria, postés comme des sentinelles, observaient leur avancée avec une vigilance intense, tandis qu'Orion restait plus près du refuge, visiblement prêt à donner l'alerte. Pierre, comprenant l'importance de ne pas perturber cette organisation défensive naturelle, fit signe à l'équipe de s'arrêter à distance respectueuse. « Ils ne nous considèrent pas comme une menace », expliqua-t-il, « mais ils sont en mode protection. Nous devons leur montrer que nous sommes venus en aide, pas en intrus. » Avec une patience infinie, Pierre s'avança seul, parlant doucement et maintenant ses mains visibles. Nova, reconnaissant cette figure familière, sembla se détendre légèrement mais ne quitta pas son poste. Ce n'est que lorsque Pierre fut à quelques mètres du refuge qu'Orion émit un son doux, presque comme un appel. À l'intérieur de la dépression naturelle, Sage et Milo étaient effectivement blottis l'un contre l'autre, le petit corps du chat domestique pressé contre le flanc du vieux lynx dans ce qui semblait être un effort mutuel pour conserver la chaleur. Ce qui était remarquable, c'est que cette petite cuvette naturelle avait été augmentée de branches et de feuilles mortes, formant un abri rudimentaire mais efficace contre le vent. « Ils ont construit un refuge », murmura Pierre stupéfait. Ou plutôt, quelqu'un l'a construit pour eux. Un examen plus attentif révéla des empreintes multiples autour de la structure, celles de Léo, Luna et des jeunes lynx. La famille entière avait apparemment collaboré pour créer cet abri d'urgence, y guider Sage et Milo, puis monter la garde pour les protéger. C'est un comportement d'une complexité sociale stupéfiante, commenta le professeur Durand lorsqu'il fut informé de la découverte. Une coopération intergénérationnelle dirigée vers la protection des membres vulnérables du groupe, c'est du niveau de ce qu'on observe chez certains primates ou éléphants, pas chez des félins supposément solitaires. L'évacuation de Sage et Milo fut une opération délicate. Plutôt que de risquer de stresser davantage les animaux avec une capture forcée, l'équipe opta pour une approche plus respectueuse. Une structure de transport à ciel ouvert fut amenée près de l'abri, remplie de couvertures chauffantes et d'objets familiers portant les odeurs de la maison. Puis, avec une patience infinie, ils attendirent que les deux félins choisissent d'y entrer d'eux-mêmes. Cette méthode, bien que plus longue, porta ses fruits. Après presque une heure d'hésitation, Milo fit le premier pas, explorant prudemment la structure, avant de s'installer confortablement sur les couvertures chaudes. Sage, après une pause supplémentaire, le suivit avec une dignité tranquille. Le transport jusqu'à la maison se fit dans un silence respectueux, l'équipe scientifique pleinement consciente qu'ils étaient témoins de quelque chose qui transcendait largement leurs cadres conceptuels habituels. Plus remarquable encore fut le comportement de la famille de lynx qui, loin de disparaître une fois Sage et Milo pris en charge, suivit le cortège à distance prudente mais visible, comme pour s'assurer que leurs protégés arrivaient bien à destination. L'examen vétérinaire révéla que, miraculeusement, ni Sage ni Milo n'avaient souffert de séquelles graves de leur nuit en extérieur. Le vieux lynx montrait des signes de fatigue, mais aucune détérioration de son état général, tandis que Milo, après un repas copieux, se comportait comme si toute l'aventure n'avait été qu'une excursion de routine. Ils se sont mutuellement protégés, conclut Pierre. Et plus important encore, ils ont été protégés par toute la famille. Pendant ce temps, l'enquête sur les braconniers progressait rapidement. L'équipement abandonné sur place contenait des indices précieux, notamment un téléphone portable que l'un des intrus avait laissé tomber dans sa fuite précipitée. Les autorités purent ainsi remonter jusqu'à un réseau international spécialisé dans la capture d'animaux rares pour des collectionneurs privés. Ces individus étaient des professionnels, expliqua le lieutenant lors d'un briefing. Ils avaient été engagés spécifiquement pour capturer Sage
dont la valeur sur le marché noir avait été estimée à plus de 150 000 € en raison de sa célébrité et de son histoire unique. Cette révélation souligna la vulnérabilité persistante de ces animaux extraordinaires face à la cupidité humaine. Mais elle mit également en lumière quelque chose de bien plus profond. La capacité de cette famille féline à s'adapter, à coopérer et à protéger ses membres les plus vulnérables face à l'adversité. Ce que nous avons observé aujourd'hui, déclara le professeur Durand lors d'une réunion d'équipe ce soir-là, n'est pas simplement de l'entraide animale instinctive. C'est une forme d'intelligence collective, une capacité d'organisation sociale et de planification qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur les capacités cognitives des félins sauvages. Alors que Sage et Milo se reposaient ensemble dans leur pièce désormais familière et que Léo et sa famille reprenaient leur veille silencieuse depuis la lisière du bois, une question fondamentale se posait avec une urgence nouvelle. Comment protéger durablement cette expérience unique de coexistence sans la dénaturer par des mesures de sécurité trop invasives? La réponse à cette question allait émerger d'une source inattendue, redéfinissant non seulement l'avenir du projet, mais peut-être aussi notre conception même de la frontière entre monde sauvage et civilisation humaine. La solution qui émergea, transformant profondément le projet et son avenir, vint des habitants de Saint-Laurent eux-mêmes. Une semaine après l'incident des braconniers, le maire convoqua une assemblée générale extraordinaire qui rassembla non seulement les villageois, mais également des représentants des communes environnantes. « Ce qui se passe sur notre territoire est unique au monde », déclara Jean Dubois, le maire, s'adressant à la salle comble. Ces lynx et leurs relations avec les Moreaux ne sont pas seulement une curiosité scientifique, ils font désormais partie de notre patrimoine local, de notre identité. La proposition qui suivit était aussi audacieuse qu'inattendue. La création d'une réserve de coexistence, un nouveau statut juridique spécialement conçu pour protéger non pas simplement un territoire ou une espèce, mais une relation interspécifique unique. Le projet impliquait que les communes environnantes mettent en commun des terres forestières adjacentes à la propriété des Moreaux, créant une zone tampon suffisamment vaste pour qu'une famille de lynx puisse y vivre naturellement, tout en maintenant une interface contrôlée avec le monde humain. Au lieu de séparer strictement humains et animaux sauvages, nous proposons un gradient d'interaction, expliqua Pierre, présentant les aspects techniques du projet. Des zones entièrement sauvages, où les lynx peuvent chasser et se reproduire sans perturbation, jusqu'à des zones d'interaction supervisée où la coexistence peut être étudiée, et même, dans certaines conditions, expérimentée par le public. Cette approche novatrice suscita un enthousiasme immédiat, non seulement localement, mais aussi au niveau national. Le ministère de l'Environnement, reconnaissant le potentiel révolutionnaire de cette initiative pour la conservation des grands prédateurs en Europe, offrit son soutien politique et financier. Des fondations internationales de protection de la nature s'engagèrent à cofinancer le projet, voyant dans cette expérience un possible modèle pour d'autres régions du monde confrontées à des défis similaires de cohabitation entre humains et faune sauvage. En moins de 6 mois, la réserve de coexistence de Saint-Laurent devint une réalité juridique et physique. Un périmètre de 2000 hectares fut délimité, combinant des forêts domaniales, des parcelles communales et des terres privées dont les propriétaires avaient accepté de participer au projet. Des systèmes de surveillance discrets mais efficaces furent installés aux points stratégiques, connectés à un centre de contrôle où des gardes formés spécifiquement veillaient 24 heures sur 24. Au cœur de ce dispositif, la maison des Moreaux et ses environs immédiats devinrent un centre de recherche et d'éducation unique au monde, où scientifiques, étudiants et visiteurs sélectionnés pouvaient observer, toujours à distance respectueuse, la famille de lynx qui avait révolutionné notre compréhension des relations entre félins sauvages et domestiques. Sage, le patriarche, bénéficia pleinement de cette nouvelle configuration.
Après son rétablissement complet, il choisit de partager son temps entre l'enclos semi-naturel qui lui offrait protection et confort, et des excursions dans la forêt où il pouvait exercer sa liberté sous l'œil vigilant mais distant des caméras de surveillance. Son âge avancé le rendait moins mobile que les lynx plus jeunes, mais sa présence continuait d'exercer une influence remarquable sur toute la famille élargie. Les jeunes lynx, désormais presque adultes, confirmèrent leur trajectoire de développement distincte mais complémentaire. Nova, fidèle à son tempérament d'explorateur, établit un vaste territoire qui englobait la partie nord de la réserve, revenant régulièrement au centre pour des visites qui semblaient maintenir les liens familiaux. Des données préliminaires suggéraient qu'il commençait à interagir avec une jeune femelle lynx provenant d'une région voisine, laissant entrevoir la possibilité d'une expansion naturelle de cette lignée extraordinaire. Aria, la stratégiste, développa une spécialisation comportementale encore plus marquée, perfectionnant sa capacité à naviguer dans l'interface entre environnement naturel et humain. Elle fut la première à utiliser spontanément les passages à faune, spécialement conçus pour permettre aux animaux sauvages de traverser en sécurité les routes locales. Plus surprenant encore, elle sembla comprendre le fonctionnement des zones autorisées et restreintes, respectant scrupuleusement les frontières invisibles du système de gestion spatiale de la réserve. Elle a intériorisé notre cartographie humaine, s'émerveilla le docteur Renard. C'est comme si elle avait construit une représentation mentale des règles qui structurent cet espace partagé. Quant à Orion, il confirma sa position unique à l'interface entre les mondes sauvages et domestiques. Sous le mentorat continu de Milo, il développa un niveau de tolérance envers les humains sélectionnés qui permit des observations scientifiques d'une proximité inédite. Plusieurs fois par semaine, il rejoignait volontairement une clairière spécialement aménagée où des chercheurs pouvaient l'observer directement, séparé seulement par une barrière légère qu'Orion aurait pu facilement franchir, mais qu'il respectait comme une convention tacite. Cette configuration unique permit des avancées scientifiques majeures, non seulement en éthologie et en conservation, mais également dans des domaines aussi variés que la neurologie comparative, la génétique comportementale et même la philosophie des relations interspécifiques. Des chercheurs du monde entier venaient à Saint-Laurent pour des résidences scientifiques, contribuant à une base de connaissances qui s'enrichissait exponentiellement. Milo, bien sûr, continua de jouer son rôle crucial de pont entre les mondes. Avec l'âge, il devint plus sédentaire, passant davantage de temps à l'intérieur de la maison, mais maintenant toujours ses interactions régulières avec toute la famille de lynx. Des analyses approfondies de ses vocalisations révélèrent qu'il avait développé ce que les chercheurs appelèrent un proto-langage interespèce, comprenant des sons spécifiques qui n'appartenaient ni au répertoire des chats domestiques, ni à celui des lynx, mais qui étaient compris par les deux. Il a littéralement créé un langage pont, expliqua le professeur Durand lors d'une conférence qui fit date. Un système de communication hybride qui permet le transfert d'informations entre des espèces qui, normalement, ne pourraient pas communiquer directement. L'impact sociétal de l'expérience de Saint-Laurent dépassa largement le cadre scientifique. Le documentaire La famille invisible, poursuivi sur plusieurs années, devint la série animalière la plus regardée de l'histoire, transformant la perception publique des prédateurs sauvages et inspirant des initiatives de conservation participative dans de nombreux pays. Des programmes éducatifs basés sur cette histoire extraordinaire furent développés pour les écoles, enseignant aux enfants une nouvelle approche de la coexistence avec la nature sauvage, fondée sur le respect et la compréhension mutuelle plutôt que sur la domination ou la séparation stricte. 5 ans après la création de la réserve, alors que le projet atteignait une maturité et une stabilité remarquables, un événement inattendu vint boucler la boucle de cette histoire extraordinaire. Par une douce soirée de printemps, les caméras captèrent l'arrivée d'une nouvelle visiteuse à la lisière de la forêt. Une chatte domestique tigrée, visiblement errante mais en bonne santé, qui observait la maison des Moreau avec une curiosité évidente.
Les analyses génétiques confirmèrent ce que beaucoup avaient déjà intuitivement compris. Cette chatte partageait des marqueurs génétiques avec Milo et la lignée de sages, probablement issue d'une autre hybridation entre lynx et chat domestique survenue quelque part dans la région. Elle avait, d'une manière ou d'une autre, retrouvé le chemin vers cette famille élargie, comme attirée par un appel invisible. Le cercle s'élargit, commenta simplement Marie, en observant la nouvelle venue qui, après quelques jours d'observation prudente, fut acceptée par les lynx avec une facilité surprenante, particulièrement par Orion qui sembla immédiatement reconnaître en elle une parente. Cette arrivée inattendue souligna une vérité profonde que le projet de Saint-Laurent avait progressivement révélée. Les frontières que nous traçons entre espèces, entre sauvages et domestiques, entre nature et culture, sont bien plus poreuses et artificielles que nous ne l'avions jamais imaginé. Dans les espaces où ces divisions sont assouplies avec respect et compréhension, de nouvelles formes de relations peuvent émerger, enrichissant tant les vies humaines que non humaines. 10 ans après cette première rencontre improbable entre Léo et Milo à travers une vitre, leur histoire avait non seulement transformé la science et la conservation, mais aussi notre compréhension fondamentale de ce que signifie partager une planète avec d'autres êtres sensibles et intelligents. Chaque soir, désormais, les visiteurs de la réserve peuvent observer un rituel devenu emblématique de cette nouvelle approche de la coexistence. Sur la terrasse spécialement aménagée de la maison des Moreau, Milo, désormais vénérable chat âgé, s'assoit patiemment près de la vitre. De l'autre côté, Léo, Luna, leurs jeunes adultes, et parfois même le vieux sage, viennent s'installer à leur tour, regardant vers l'intérieur illuminé. Entre eux, cette fine barrière de verre symbolise non plus une séparation, mais une interface où deux mondes se rencontrent, communiquent et s'enrichissent mutuellement. Comme le résuma Pierre lors du 10e anniversaire du projet, ce que Léo et Milo nous ont enseigné, c'est que la nature ne s'arrête pas là où l'humain commence. Nous faisons tous partie d'un continuum d'êtres vivants, capables de créer des liens qui transcendent les catégories que nous avons nous-mêmes inventées. Notre tâche n'est pas de séparer, mais d'apprendre à coexister, avec respect et émerveillement. Et tandis que le soleil se couche sur la réserve de coexistence de Saint-Laurent, deux silhouettes félines, l'une sauvage, l'autre domestique, se tiennent côte à côte, leurs museaux presque en contact à travers la vitre, incarnation vivante d'une frontière qui, finalement, n'en est plus vraiment une.